Bonsoir à tous les participants et merci d'être là. Et bonsoir Alessandra. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Alessandra Mouliri, coach PCC IFF, membre d'ICF Tunisia Chapter, spécialisée en coaching systémique et linguistique pour animer un webinaire sur le coaching au service du leadership à venir selon le concept d'Ubuntu. Alessandra, après une expérience de 20 ans en tant que PDG de ta propre entreprise de communication et traduction, en 2004, tu rencontres une conférencière, Michelle Jeanne Noël, spécialiste en PNL et élève de Grinder et Bandler, père de la PNL, dont tu as été son interprète pendant plusieurs années. C'est donc un tournant dans ta vie. Tu deviens master PNL et tu te formes au coaching dans une des premières écoles de coaching au monde, l'école SAN. Tu complètes ensuite une formation en coaching systémique et team coaching avec MenSlab de Giuseppe Meli, MCC, et reçois l'accréditation PCC en 2019. Tu accompagnes tes coachés aussi bien en présentiel que sur des plateformes en ligne. Donc, tu accompagnes des professionnels, des chefs d'entreprise, des cadres, des start-upers au changement lors de conversations stratégiques qui mettent l'accent sur le langage du client en utilisant la force des métaphores, des symboles et des images pour déclencher le potentiel contenu dans notre façon de parler et de penser. Merci Alessandra. Je t'invite à commencer ta présentation. Merci beaucoup, Nefissa. Bonsoir à tout le monde et je vous remercie vraiment d'avoir voulu être là aujourd'hui pour cette présentation dont je tiens vraiment à cœur à vous passer euh, tous les apprentissages que j'ai eus après que j'ai commencé vraiment à me pencher sur le concept d'Ubuntu. Donc, je vous propose dans cette présentation de examiner, explorer le concept d'Ubuntu en passant par la vision systémique dans le coaching et pour avoir un nouveau concept qui puisse accompagner nos coachés dans la création du leadership 2.0 en s'appuyant sur le pouvoir des mots, les valeurs, l'attention, l'intention et le chat de Schrödinger. Donc, on commence par ce mot Ubuntu, que je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler d'Ubuntu. En informatique, c'est le nom d'un freeware, d'un logiciel, mais en réalité, c'est un mot qui incarne en soi toute une culture. C'est la culture de l'Afrique. Et ce mot vient de la langue bantou, et signifie « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes » ou bien « je suis parce que nous sommes ». Et donc, ce mot incarne toutes les valeurs liées à la tolérance, au partage, au respect de l'autre, au respect des personnes âgées, à l'intégration dans la nature avec les plantes, tout ce qu'il y a vraiment dans la culture la plus profonde de l'Afrique. Et ce personnage, c'est c'est Nelson Mandela qui regarde de la fenêtre de la prison où il a vécu plusieurs années à Robben Island à cause de ses idées politiques. C'est lui qui a incarné l'esprit d'Ubuntu, même lorsque il a pu ramener son pays à la démocratie et il a dû mettre ensemble et réparer aux gros conflits qui se passaient dans ce pays. Et j'aime aussi vous faire part de ces mots de Desmond Tutu, qui lui aussi, il parlait d'Ubuntu dans ses discours. Il dit que l'un des dictons de notre pays est Ubuntu, c'est l'essence de l'être humain. Ubuntu évoque en particulier le fait que l'on ne peut pas exister en tant qu'être humain dans l'isolement. Donc, il parle de notre interconnexion. On ne peut pas être humain tout seul quand on a cette qualité. Nous nous considérons bien trop souvent comme des simples individus séparés les uns des autres, alors que vous êtes connectés et ce que vous faites
affectent le monde entier. Voilà, donc les mots-clés que je vous propose de retenir sont l'interconnexion tout d'abord, mais aussi l'écoute, la compassion, le partage, la gratitude, l'intention et l'attention que l'on met dans la relation avec l'autre. Et pour faire cela, je vous propose aussi de commencer par la vision systémique justement que le mot Ubuntu incarne et qui est aussi étudiée dans plusieurs domaines, même dans le coaching. Eh bien, on sait d'après les recherches qu'on a faites sur la théorie des systèmes, ce qu'est un système, qu'un système représente en quelque sorte un organisme vivant. Il est bien plus que la somme de ses éléments et de ses parties. Et dans le système, la chose importante, c'est la façon dont il se nourrit. C'est comme si on avait vraiment un organisme vivant qui s'ouvre à l'extérieur pour rechercher la nourriture. Et dans ce cas-là, dans un système, la nourriture, c'est l'information. Et donc, l'importance de l'information et de la relation entre les éléments du système est fondamentale. On sait aussi que le système répond à des règles qu'il faut respecter si l'on veut que le système puisse grandir, évoluer et prospérer. Et ces règles les 3 règles principales sont les règles du temps, c'est-à-dire qui est-ce qui est arrivé le premier pour que le système puisse naître et évoluer, et encore la règle du rôle, c'est-à-dire qui est-ce qui fait quoi, est-ce que tout le monde sait quelle est sa position et sa fonction dans le système, et encore la règle de l'échange, c'est-à-dire est-ce que tout le monde a donné et reçu de la même façon ou bien il y a un déséquilibre. Et lorsqu'il y a un déséquilibre dans le système, le fonctionnement n'est pas équitable, il se crée des situations de dysfonctionnement qui amènent le système à réagir et à expulser les éléments qui ne respectent pas ces règles ou bien à les intégrer. Donc, c'est justement dans la possibilité de s'ouvrir à l'extérieur, de repérer les informations, de les traiter et de les utiliser pour grandir qu'il y a la force du système, c'est-à-dire la possibilité d'élaborer la situation pour aller vers le changement, qui, puisque le système vit sur l'information, c'est toujours un échange de données, d'informations, de communication entre ces éléments. Mais comment est-ce que tout cela va avoir trait avec le leadership? Eh bien, le leadership, c'est un thème qui revient de plus en plus ces derniers temps. Nous vivons un moment de crise profonde d'après la pandémie qui a frappé tout le monde. Il y a vraiment la remise en cause même de certaines formes de gestion de l'économie. Il y a plusieurs formes de leadership, vous en connaissez beaucoup. Je vous ai tout simplement mis quelques suggestions, mais il y en a pas mal. Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai voulu explorer dans ma recherche sur le leadership, était justement, comme je suis une linguiste et j'ai beaucoup étudié la signification des mots et l'étymologie, ce qu'il y avait à l'intérieur de ce mot. Leadership, c'est un mot anglais qui est né environ il y a 1000 ans et qui est formé par 2 parties, leader et ship. Donc, leader signifie celui qui guide justement, et ship donne le sens de situation, mais c'est aussi la traduction du mot navire, moyen de transport. Donc, il y a la cognition même, et pour moi, c'était intéressant vraiment de voir que le fait d'être un leader signifie aussi guider les gens dans un voyage, parce que l'étymologie du mot leadership rappelle le fait d'aller ou de voyager, donc de traverser des paysages, traverser des situations pour aller vers un but. Et c'est là donc que je vous propose de faire une invitation au voyage dans le pays justement où Ubuntu serait la boussole, pour accompagner nos coachés vers le résultat. Dans
profession. Dernièrement, j'ai rencontré beaucoup de coachés qui étaient des cadres supérieurs, qui avaient beaucoup de gens, de collaborateurs, et qui devaient gérer ce changement justement dans les organisations et dans les entreprises. Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'était le fait que beaucoup de ces gens ne se reconnaissaient plus dans les valeurs, justement, qui étaient les valeurs de l'ancien leadership, les valeurs du leadership dont je vous ai parlé. Et donc, je vous propose d'analyser avec moi une possibilité de travailler avec nos coachés en session de coaching pour qu'ils puissent porter leur idée de nouveau leadership qui est différente. En se mettant en connexion donc avec notre coaché, on va pouvoir explorer tout d'abord leurs valeurs, leurs croyances, leurs intentions. Et comment? Bon, je l'ai fait par plusieurs modèles d'exploration. J'utilise aussi le mapping systémique, donc j'utilise la vision systémique de l'organisation de travail ou bien du cadre de vie de la personne. J'utilise aussi le photo-coaching qui peut être très utile lorsque les gens, par exemple, ont des difficultés à s'exprimer, et à élaborer même leurs pensées. J'utilise également le storytelling, qui est aussi une façon de permettre aux gens de raconter leur histoire. Ou bien je fais référence à la littérature, au cinéma, à l'art, pour les accompagner dans un voyage vraiment où ils peuvent vérifier tout au long du processus la, 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 la capacité de créer un espace de confiance et des possibilités pour que le coaché puisse s'exprimer et exprimer son potentiel unique et authentique, qui est justement le potentiel dont Ubuntu parle, c'est-à-dire ce talent unique que nous avons tous et que nous sommes venus ici dans le monde à faire briller pour que les gens puissent aussi en bénéficier et notre système puisse évoluer ensemble, en harmonie et avec durabilité. Et donc, dans la définition de l'objectif, lorsque je parle avec mes coachés, je leur propose donc de parler de leurs valeurs et de dire qu'est-ce qu'il est vraiment important pour vous dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez changer, dans votre situation. Et je propose aussi d'examiner la relation avec l'autre dans un cadre systémique, justement. Donc, le fait de se nommer, donc de donner un nom aux choses, et de nommer aussi l'autre. Le fait de raconter sa propre histoire et de la caser dans un environnement plus vaste permet aussi de se mettre dans les baskets de l'autre, permet aussi de comprendre la perspective de l'autre, donc de changer son propre regard. Et je propose aussi de vérifier quels sont les effets des actions et donc la responsabilité qui n'est pas seulement singulière et individuelle chez le leader, mais qui est une responsabilité collective. Et comment peut-on changer aussi cette approche de responsabilité vis-à-vis des collaborateurs? Ensuite, je propose aussi d'investiguer et d'explorer l'espace lié à la spiritualité. Comment cela affecterait-elle votre conduite? Et je vous parle de tout cela parce que justement, les personnes que j'ai eu la possibilité de voir dans mes sessions de coaching m'ont amené cet espoir, leur volonté vraiment de trouver quelque chose qui soit tout à fait nouveau et novateur par rapport au leadership, au modèle de leadership auquel ils avaient affaire. Ils voulaient absolument relever les défis de notre époque, trouver un modèle qui soit un modèle différent des cultures dans l'entreprise et qui soit mieux adapté surtout à leurs valeurs, à leurs talents et qui puisse aussi mieux s'adapter aux demandes qui arrivaient des personnes, des collaborateurs, de l'entreprise, des employés. Donc, renforcer la responsabilité collective pour faire primer l'interconnexion et la relation sur la performance.
prendre soin aussi, et on l'a bien vu avec la pandémie, l'importance du bien-être des gens. Euh, on a pu repérer cette nécessité vraiment de prendre soin de ses collaborateurs, mettre en avant les besoins liés aussi à la spiritualité et au fait de trouver la façon de faire, de faire participer l'empathie et la compassion à la vie professionnelle des gens. Comprendre mieux l'expérience de l'autre, donc comprendre aussi l'intelligence collective et comment ça marche dans une organisation complexe, dans un système complexe, mais aussi respecter les styles d'apprentissage et faire confiance aux gens. Voilà les attentes, les souhaits qui me sont arrivés de mes coachés et que j'ai voulu donc un peu systématiser avec cette girandole où je vous propose un modèle de leadership inclusif et authentique que j'ai tiré justement de l'expérience de mes coachés. Et là, j'ai pu mettre en exergue quelques points liés surtout à la prise en charge collective et donc de la responsabilité, l'importance de, de la responsabilité collective, la primauté de relations, qui est un trait qui est vraiment souligné tout le temps par les leaders, l'humanité et le respect qui doit absolument être présent dans toute relation, même professionnelle, le courage, la spiritualité, l'esprit créatif et l'ouverture pour générer des changements, en suivant un petit peu le schéma du fonctionnement d'un système dont on a vu déjà les lois. Bon, donc la prise en charge collective, qu'est-ce que cela signifie? Et c'est tout simplement le fait de dire, on a des responsabilités, des opportunités, des défis à relever si l'on passe du moi au nous. Donc, ce leadership serait plutôt la mise en commun des valeurs de l'organisation et des employés. Et la question que je pose, c'est quelles sont les implications pour l'appartenance, votre appartenance à votre communauté professionnelle ou d'autres genres dans la définition de votre objectif? Quelles sont les valeurs communautaires? Comment peut-on explorer les valeurs communes pour que le but et la direction prise pour l'entreprise soit partagée en termes non seulement de valeurs, mais aussi de motivation et d'entrain. Ensuite, la primauté des relations, c'est-à-dire l'exploration des liens systémiques et des lois systémiques qui régissent le système. Et par cela, je reviens aussi à la tradition d'Ubuntu où, par exemple, dans les villages africains, il y a l'usage, lorsqu'il y a un problème, de réunir tout le village et de faire raconter ce qui s'est passé à tout le monde, à la personne qui est la victime de n'importe quel crime ou bien à la personne que l'on dit avoir commis ce crime. On entend l'histoire de tout le monde et lorsqu'on entend l'histoire, on peut dire ses raisons, parler de son propre point de vue, de sa perspective, mais aussi entrer en relation avec les autres en communiquant. Et donc, comment peut-on utiliser ce pouvoir de storytelling, même dans les entreprises? Comment peut-on utiliser la métaphore de n'importe quel récit et élargir donc les possibilités de division, même dans une entreprise, pour nos clients? Et comment peut-on aussi changer un petit peu la vision du temps qui est toujours linéaire, surtout dans le monde occidental, pour que on puisse mieux comprendre l'importance de s'arrêter un petit moment pour justement se pencher sur l'autre, pour l'écouter et se faire écouter. Ensuite, l'humanité et le respect. Dans l'humanité et le respect, il y a bien sûr l'acceptation totale de l'autre en tant que tel, dans sa diversité, dans ses talents, dans ses prérogatives. Il y a aussi le partage, l'accueil, la gratitude. Et dans la recherche justement d'un cadre de travail plus authentique, que je vous propose de considérer aussi l'intelligence émotionnelle et les études sur l'inclusion et l'intégration, l'écoute générative
qui sont tous allés vers la même direction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le bien-être des gens dans leur cadre de travail? Et si l'on mettait donc l'individu au cœur, au centre, au lieu de penser toujours à la compétitivité, à la performance, et si le coaching pourrait être un coaching différent pour amener les gens vers cet objectif général dans l'organisation? Je vous propose un autre exemple qui a trait avec le courage, qui est un autre aspect de la vision d'Ubuntu. Avoir le courage, oser dire les choses, oser faire les choses. Eh bien, rappelle-toi d'oser, c'est la phrase d'un jeune entrepreneur d'origine syrienne qui s'appelle Bassel Bakdounes et qui a fondé en Italie il y a quelques années une entreprise qui s'appelle Velvet Media, qui a été la première entreprise en Italie où il n'y a pas d'horaire de travail, il n'y a pas de congé fixé, c'est-à-dire les employés peuvent décider en toute autonomie quand il faut aller au travail, quand il faut prendre ses congés, parce que, comme le dit le PDG de cette entreprise, je n'achète pas le temps de mes employés, mais leur créativité. Eh bien, cette entreprise, depuis quelque temps, est sous l'œil attentif des chercheurs qui ont démontré qu'il a des taux de performance incroyables. Il a presque décuplé ses employés depuis sa naissance. Eh bien, donc, le courage d'oser de faire quelque chose de différent, en passant même parfois par la spiritualité. J'aime bien cette image de deux époux qui essayent de se rencontrer sur un fil suspendu sur le vide. Ça donne bien l'idée de ce qu'une relation et la volonté d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre peut créer. C'est-à-dire là où il y a vraiment la sensation d'être sorti de sa propre zone de confort, qui signifie aussi la possibilité de trouver quelque chose d'autre. Et même pouvoir aller au-delà de ses propres limites pour découvrir qu'il y a encore d'autres limites à dépasser. Et avec le courage du lion, bien sûr, mais aussi, comme le mot cœur l'indique dans sa racine, dans le courage, il y a le cœur. Donc, il y a l'amour pour les autres et le fait de faire des choses aussi quand on a vraiment quelque chose que l'on veut donner et partager avec les autres. Et c'est là que je reprends aussi le concept japonais du Kensuji, c'est-à-dire peu importe quel sera le résultat de notre action. Parce que parfois, même dans un échec, soi-disant, il y a toujours un apprentissage qui parfois est plus important et plus précieux de la même action qui nous a porté à ce résultat. Donc tout cela, on peut le faire en restant dans le flux et dans la totalité, en faisant preuve de disponibilité vis-à-vis de l'autre, de compassion bien sûr, et en étant à l'écoute avec le cœur, la tête et l'intuition. Tout cela amène donc, lorsqu'on sort des sentiers battus, disons, c'est là que l'on trouve vraiment la créativité. En utilisant la pensée latérale, en utilisant les métaphores, en sortant des discours traditionnels, parfois on trouve des solutions inattendues. Et cela nous amène dans un autre domaine qu'on ne connaissait pas. Et c'est là que l'ouverture et le changement peuvent se passer. Lorsqu'on suspend ses croyances et ses jugements, lorsqu'on s'ouvre à l'inattendu, lorsqu'on sort de la zone de confort pour aller dans une terra incognita, lorsqu'on reste dans le ici et maintenant, on peut voir vraiment à travers les yeux des autres et découvrir quelque chose de nouveau. Et là, je vous propose de reprendre tous ces concepts pour aller un peu plus dans le scientifique. C'est-à-dire, il y a eu une enquête toute récente menée par un institut de recherche et qui a été publiée sur Business Harvard Review cette année, qui parle justement de ce que l'on appelle le paysage de la compassion. Qu'est-ce qu'il arrive lorsque on passe de la sympathie, du sentiment qu'on prouve envers les gens, à l'empathie, c'est-à-dire la capacité d'éprouver les mêmes sentiments, les mêmes émotions que l'autre, et on va vers la compassion.
on a parlé beaucoup de leadership, compassionate leadership, donc leadership avec compassion, là où la compassion est justement l'empathie unie à la volonté d'agir qui mène quelque part. Donc, un leader qui a la compassion, unit sa capacité de se mettre dans l'autre, de comprendre sa façon de se sentir avec l'action et l'entrain, en comprenant justement l'expérience de l'autre. Mais revenons à nos moutons. Ça, ce sont des moutons sardes que je vous propose. Et j'ai voulu vous proposer la phrase de Ena Inam qui dit « Le leadership authentique, c'est la pleine expression du moi au profit du nous ». Et pour conclure, je vous laisse avec vraiment quelques pistes de réflexion et une provocation, dans le sens étymologique du mot provocation, c'est-à-dire pour que quelque chose puisse vraiment surgir en vous et vous donner l'envie d'explorer davantage ce que j'ai pu trouver dans mes études lorsque je me penchais sur le principe d'Ubuntu. Je faisais aussi des études de physique quantique. Ces deux personnages, l'un est plutôt connu, c'est Albert Einstein, bien sûr, et l'autre, il s'appelle David Bohm. Ce sont deux piliers de la recherche de la physique moderne, de la physique quantique. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, lui, il a ouvert vraiment des domaines inattendus avec ses découvertes sur la relativité, alors que David Bohm a été le premier dans le monde des scientifiques à s'ouvrir à la spiritualité et à rattacher les dernières découvertes de la physique quantique à la tradition très ancienne orientale, mais aussi des peuples indigènes de l'Amérique latine ou de l'Afrique. En un seul mot, la représentation à côté de cette carte poste, c'est la représentation de ce que a été la découverte de la dualité onde-corpuscule. La physique quantique se base sur le principe que un électron, lorsqu'il est mesuré et observé, peut être à la fois une onde et un corpuscule, c'est-à-dire la dualité de l'objet, de la matière, qui n'était pas du tout un concept qu'on avait jusqu'à Newton. Donc la physique quantique propose cette nouveauté. On peut être deux choses à la fois, comme le fameux chat de Schrödinger qui est dans une boîte et qui est aussi bien mort que vivant. On peut dire s'il est mort ou vivant tout simplement en l'observant. Et donc c'est là que le rôle de l'observateur devient fondamental, comme l'est Ubuntu, où nous ne sommes que ce que les autres peuvent nous dire être dans la relation. Et donc l'observateur peut influencer le résultat. Et il y a aussi un scientifique italien qui s'appelle Fagin, qui décrit cet état dans lequel on ne sait pas, dans la mesure si la particule est onde ou bien particule, et qu'il appelle l'espace du rêve. C'est là où toutes les possibilités sont en même temps présentes. Et alors je vous demande, est-ce qu'il serait possible de voir notre rôle de coach comme quelqu'un qui amène son coaché vers cet espace de rêve où tout est possible et toutes les possibilités sont ouvertes? Il ne suffirait que de fixer son attention et son intention sur un certain élément pour qu'il puisse se produire. Et je vous laisse donc avec les mots de ce pédagogue italien qui s'appelle Danilo Dolci et qui dit « Chacun ne grandit que s'il est rêvé ». Donc, si l'on rêve quelqu'un d'autre, il pourra devenir ce qu'il souhaite devenir. Je vous donne aussi une petite bibliographie et j'espère que mon approche du principe d'Ubuntu dans le coaching et le leadership puisse vous donner des points de réflexion et de débat. Merci beaucoup. Il y a une question, alors
Définition de spiritualité, please. Définition de spiritualité. Bon, Ouais. ma définition, bien sûr, parce que comme je suis une linguiste, je sais bien que chacun d'entre nous met dans les mots qui ne sont que de boîtes toutes ces significations qui viennent de leur culture, de leur éducation, de leur vécu. Alors, ma définition de spiritualité, c'est quelque chose qui va au-delà de tout ce qu'on peut toucher, si l'on veut, hein. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose que l'on peut peut-être pas voir, ni toucher, ni ouïr, mais qui existe et que l'on ressent vraiment, personnellement. Ça peut être la religion, ça peut être l'amour pour la nature, ça peut être n'importe quoi, les valeurs même que l'on vit. Pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est un concept assez large. Alors, il n'y a pas de questions. J'espère que vous avez peut-être des questions à poser à Alessandra. Tu as des merci beaucoup, magnifique présentation, merci beaucoup. Alors, il y a une qui dit, Thélan, je suis content que je ne suis pas le seul de parler de David Bohm. Ah bon, on est deux. Donc, alors, je regarde. Alors, voilà, il y a une question. J'aimerais bien revoir la définition du leadership de Hena Inam. Ça, c'est une traduction que j'ai faite. Les, la phrase était en anglais et je vous donne aussi sur la biblio la référence, mais je n'ai pas trouvé la traduction française. Je ne sais pas si ça existe. Il y Vous a avez d'autres pas? questions? Oui, Est-ce qu'on peut je les... peux lire. Hein? Vous avez parlé D'autres questions. Alors là, de la part de Afifa, vous avez parlé de style de leadership. Comment savoir le meilleur et est-ce qu'on peut avoir deux ou plus combinés? Bon, tout d'abord, je ne crois pas qu'il y ait un style qui soit meilleur qu'un autre. En fait, là, je vous proposais aussi des styles de leadership que je considère assez vétustes, comme le leadership autoritaire ou bien le leadership transactionnel. En fait, ce sont des opinions personnelles. Et dans mon expérience, je trouvais pas mal de gens qui avaient plusieurs styles de leadership mélangés. Et parfois, ça venait de leur expérience. Peut-être ils avaient eu un mentor qui leur avait plu beaucoup. Et en général, ce que je remarque dernièrement, c'est justement qu'ils sont un peu perdus. Ces cadres supérieurs qui se trouvent charnières entre le top managing et leurs collaborateurs ne se sentent plus représentés par le style de leadership qui leur est proposé par le haut vers le bas et trouvent plus de ressemblance avec ceux qui arrivent du bas vers le haut. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de difficultés à trouver la façon de mettre ensemble ces différences. Je vous propose de considérer, c'est la possibilité justement que chaque coaché puisse créer un style de leadership qui soit à lui ou à elle tout à fait novateur, tout à fait bienséant, suivant ses valeurs et son intention, et qui soit bien sûr aussi appuyé sur les valeurs de ses collaborateurs de l'entreprise. Ça va sans dire. Alors, tu as une question de Vanda qui, Oui. alors, comment introduisez-vous le concept d'Ubuntu à vos clients, s'il vous plaît? Merci. Je l'ai fait tout simplement en commençant par le nom, c'est-à-dire je leur raconte que mon coaching est basé sur les principes d'Ubuntu. Et donc, je leur parle de l'étymologie et puis de la signification du mot. Alors, tu as une autre question de la part de Nesrine. C'est quoi l'écoute générative? Ah oui, justement, l'écoute générative, je ne l'ai pas expliqué parce que en fait, il y avait... Et là, c'est une écoute qui a été indiquée dans... Je ne sais pas si vous connaissez la théorie U. C'est une théorie qui a été mise à point par Otto Scharmer
qui est un chercheur et qui a utilisé donc certaines approches du leadership vis-à-vis de l'organisation pour obtenir des résultats qui soient durables et qui soient vraiment dans le sens du changement durable et du bien-être pour tout le monde. Et donc l'écoute générative, c'est une écoute qui donne naissance justement à la possibilité de faire des changements réels dans l'organisation. Alors, Vanda pose la question, peut-on revoir la biographie, s'il vous plaît? Oui, bien Merci. sûr. Revoir, est-ce que, voilà, Vanda, est-ce que vous voulez avoir des explications concernant la biographie ou est-ce que vous voulez juste l'avoir? Vous pouvez nous écrire. Parce que le PDF sera envoyé à tous les participants. Juste Voilà. la revoir, elle dit, s'il vous plaît. Peut-être que tu expliques un peu plus ta biographie, Alessandra. Oui, bien sûr, oui. Donc là, je vous ai mis bon, l'interview à Desmond Tutu, dans laquelle il explique bien son concept d'Ubuntu. Ensuite, je vous ai mis une conférence TED d'un savant qui vous parle de la connexion, de l'interconnexion. Tout est connecté et il le fait d'une façon scientifique. Donc, il est bien plus valable que ma proposition. Et il parle du fait que tout est connecté. Et ça dure 15 minutes, c'est très intéressant. Ensuite, je vous propose aussi cette conférence de Gertrude Massé qui parle également du concept d'Ubuntu appliqué dans son action bénévole dans son pays. Je crois qu'elle vient de la Tanzanie. Ensuite, le livre de Feature Capra et Pierluigi Luisi. Je ne sais pas si vous connaissez Feature Capra, c'est un physicien qui a écrit le Tao de la physique, qui est vraiment un pilier de la recherche scientifique, où il met ensemble justement, c'est le premier livre qui met ensemble les derniers résultats de la physique quantique avec les anciennes traditions spirituelles de l'Orient, donc le yoga, etc., le bouddhisme. Et ils ont écrit ensemble ce livre où ils examinent tous les domaines vraiment, en passant par l'économie jusqu'à la psychologie, la sociologie, l'histoire, la biologie, pour mettre en relief le fait que tout est systémique, à partir de la nature jusqu'aux organisations et même aux échanges de communication. Ensuite, je vous propose donc Jacqueline Carter qui a fait cette belle présentation pour Harvard Business Review, là où elle parle de compassionate leadership. Puis, il y a le lien au journal italien qui parle de cette entreprise menée par ce jeune PDG vraiment visionnaire. Je suis désolée, je n'ai que la référence en italien. Et puis, le livre de Enna Inam qui s'appelle Wired for Authenticity, 7 Practices to Inspire, Adapt and Lead, où elle parle également de leadership et de nouveaux concepts de leadership. Alors, tu as une autre question, Alessandra, de Benoît. Il y a dans le processus, si j'ai bien compris, la nécessité d'acceptation totale. Comment faire lorsque quelque chose est inacceptable pour un collaborateur, collègue ou encore soi-même? Donc, il y a dans le processus la nécessité d'acceptation totale. Il y a dans le concept d'Ubuntu la nécessité d'acceptation totale. Dans le processus, je ne sais pas si le coaché veut bien, d'accord, sinon c'est son choix, donc c'est lui qui peaufine son parcours. Donc il décide de prendre des choses ou bien de ne pas les prendre. En tout cas, lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas acceptable en général pour mes coachés, ça m'est arrivé aussi. Et parfois, je vois qu'il entame un processus vraiment de compréhension qui peut déboucher dans la décision de ne pas accepter ou bien de trouver un compromis. Ça dépend de la personne. Mais justement, si le sujet
devient le sujet de la session de coaching, on va trouver ensemble l'issue. Voilà. Alors, il y pas a de réponse toute faite. Pardon, Rim qui pose une autre question. Tout est systémique, tout est connecté. Comment faire quand un des éléments du système n'adhère pas au changement? Bon, en général, ce que dit la théorie des systèmes, c'est que lorsque l'un des éléments n'adhère pas au changement ou n'adhère pas au système, il est expulsé. Ou bien il est englouti. Il n'y a pas de choix. Donc, sinon, c'est l'entropie. Donc, le système ne veut pas d'entropie, il veut retourner à son état d'équilibre, qui est l'homostasie. Et donc, il fera tout ce qu'il peut en tant que système, donc quelque chose qui est bien plus grand que l'ensemble de ces parties, pour qu'il puisse continuer de grandir, évoluer, récupérer les informations et les faire ressortir. Alors, elle rajoute, même s'il est un pilier, par exemple. Qu'est-ce que cela signifie être un pilier d'un système? Un élément essentiel. Bon, si c'est un élément essentiel, j'imagine, il sera le premier à vouloir respecter les règles que le système s'est données, puisque ce sont ces mêmes règles qui lui donnent sa valeur. Pilier leader. En tout cas, le système, justement, est un organisme vivant. Donc, ces éléments ne sont que de parties. Ce sont des visions limitées, si vous voulez, de tout ce qu'il y a dans un système. C'est le système qui l'emporte. C'est un peu comme dans la langue. Ça me vient cet exemple. Dans la langue, il y a par exemple un phénomène que l'on appelle dérive, c'est-à-dire lorsqu'il y a un usage qui n'est pas correct vraiment. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans la grammaire ou dans la syntaxe qui n'est pas correct, mais tout le monde commence à utiliser ce mot, commence à faire cette forme même incorrecte. Bon, c'est la dérive qui décide. On ne peut pas arrêter. Si tout le monde commençait à écrire un mot d'une façon pas correcte, on ne pourrait pas arrêter la dérive. C'est plus fort que la règle de grammaire même. Alors, il y a encore Tal qui pose la question, jusqu'à quel degré la compassion peut nous mettre en connexion avec le coaché? Je ne sais pas. En fait, la compassion signifie que on est tout d'abord dans l'empathie, qui est l'un des deux éléments qui fait la compassion. Et là, pour passer à l'acte, vraiment, qu'est-ce que cela signifie passer à l'acte pour un coach? Moi, je vous rebondis la question. Qu'est-ce que signifie pour vous être dans l'action lorsqu'on est un coach? Peut-être être dans la relation, tout simplement, en présence. Voilà. Tout à fait disponible et attentif à créer l'espace nécessaire pour que notre coach puisse faire ses choix et ses apprentissages. Alors, merci Alessandra d'avoir partagé avec nous tes recherches dans le concept d'Ubuntu. Un grand merci également à Aisha Neifer qui s'est occupée donc de toute la partie technique de ce webinaire. Un grand merci, chers participants, pour avoir été là durant notre webinaire et je vous souhaite d'excellentes vacances d'été. Le mot de la fin pour toi, Alessandra, je te cède la parole. Merci beaucoup vraiment de m'avoir écouté, même dans ce français un peu comme ça, parfois boiteux. J'étais très émue et j'avais vraiment envie de vous faire part de tout ce que me passionne en ce moment. J'espère qu'on pourra aussi avoir l'occasion d'échanger et d'avoir aussi vos avis. Et je ne sais pas, peut-être il y aura aussi d'autres choses à raconter une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir Alessandra.
Merci. Au revoir.